nous avons l'insigne honneur d'accueillir un homme à 3 casquettes. Et la première casquette, c'est que c'est un médecin. Donc son gagne-pain, c'est celui-là, et ça fait des années. Sa deuxième casquette, c'est un écrivain. La preuve, vous avez devant vous un livre. Écrire un livre, c'est des mois d'insomnie et de nuits blanches. Beaucoup commencent, très peu arrivent à éditer. La troisième casquette, c'est qu'il veut devenir un homme politique. Et donc, nous allons le gérer de cette façon-là, sans trop mélanger. Et docteur Donald Mopapa qui va dire, et je lis derrière le livre, il a écrit, malgré son intense activité professionnelle de médecin en France, la situation de son pays d'origine, la République démocratique du Congo, a toujours été au cœur des préoccupations du docteur Mopapa, ce qui est aussi votre cas. Tout en suivant régulièrement l'actualité nationale, il lui est souvent arrivé, au lieu de se contenter de la subir, de mettre de côté sa blouse de médecin pour initier des réflexions à caractère politique sur l'état de son pays. Et dans l'histoire, on se souviendra que Dr Mopapa fut de ceux qui étaient au front quand le virus de l'Ebola s'est déclaré à Kikwit. C'était il y a très longtemps. Et Ebola est toujours là, alors qu'avec leurs travaux de l'époque, on aurait pu, si pas éradiquer, mais amoindrir. Or, cette année, on a appris que Ebola est revenu. Est-ce qu'il devrait encore rentrer au front pour se battre pour Ebola? Bon, voilà. Et sans plus tarder, nous allons donc donner la parole au docteur Mopapa ou au candidat président. Ce sera à lui de choisir parce qu'on ne s'est pas concerté, je préfère. Et il va parler sur base de ce qu'il dira. Eh bien, vous aurez le loisir donc de lui poser des questions. Et sur ce, nous donnons la parole au docteur Donald Mopapa Kibadi, à qui nous souhaitons la bienvenue au Presse Club Bruxelles, ici en Belgique. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Jake Victor. Je suis très content d'être parmi vous. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, je voudrais vous remercier d'avoir trouvé un moment d'échange avec moi pour partager ces moments, partager ma réflexion sur la reconstruction de notre pays, la République démocratique du Congo. Je me sens aujourd'hui très honoré, d'autant plus que c'est pour la première fois que je prends publiquement la parole sur les territoires belges. Nul autre pareil aux yeux des Congolais. Car la Belgique a ouvert la République démocratique du Congo sur le monde il y a près de 200 ans. Comme tous mes concitoyens, je resterai toujours reconnaissant envers la Belgique. Mais je voudrais appeler la Belgique à poursuivre sa mission d'une autre dimension qui est celle de permettre à mon pays de se reconstruire et de se développer. Car en dotant la République démocratique du Congo des dimensions continentales, les Belges et les rois Léopold II ont justement assigné à celui-ci les ambitions, des grandeurs et de puissance qui restent à se matérialiser. C'est le premier message que j'ai tenu à vous adresser aujourd'hui.
Cette tâche de reconstruction et du développement de la République démocratique du Congo incombe davantage et au premier lieu aux Congolais, bien évidemment, la Belgique avec l'Union européenne devant apporter les soutiens et l'aide nécessaires. Mais l'histoire nationale des 57 ans d'indépendance aujourd'hui démontre que les Congolais actuels n'ont pas été à la hauteur des dimensions et des capacités, des potentialités qui regorgent ces territoires. Il s'agit de trouver un nouveau type de Congolais au niveau politique, de la société civile et au sein même de la société congolaise. Je voudrais incarner les Congolais nouveaux, celui qui doit reconstruire les Congos, mieux les faire renaître. Je voudrais conduire mes compatriotes à s'approprier des vraies valeurs morales, civiques et constructives qui lui ont perdu au regard de la situation désastreuse qu'est continue à connaître le pays. Je suis convaincu d'être en mesure de jouer ces rôles de leader parce qu'après plusieurs années de militantisme et de réflexion, malgré mes prenantes charges professionnelles, je n'ai jamais oublié mon pays et j'ai pu construire un projet politique de 5 ans intitulé « La Renaissance du Grand Congo pour réenchanter les rêves congolais ». Ce projet sera l'outil de la reconstruction du pays de manière concrète et moderne. Il a 2 options fondamentales. La lutte contre les antivaleurs, qui est le premier axe, ainsi que le renouvellement de la classe politique, avec pour acteur majeur la jeunesse congolaise. L'analyse profonde de notre pays et de la situation de sa population nous amène à avoir une vision ambitieuse, à savoir un Congo fort, uni et rassemblé autour d'un idéal, de vivre ensemble. Un Congo prospère par le travail grâce à la coopération régionale et internationale. Notre projet est basé sur un ordre logique de 4 cibles prioritaires qui visera notre action de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Les citoyens congolais ou l'homme congolais, la jeunesse congolaise, la femme congolaise et le développement du milieu rural. Ces priorités seront mises en œuvre autour de 9 axes majeurs ci-après, constituant le fondement de notre projet quinquennal. 1. La restauration des valeurs civiques et morales, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, le rétablissement de l'autorité de l'État, de la paix, la sécurité sur toute l'étendue de notre territoire et l'unité nationale. La mise en œuvre, point 4, d'une politique macroéconomique efficace et la protection de l'environnement, la construction et le développement des infrastructures de base, la mise en route d'une politique du bien-être social, la performance des
du capital humain et la revalorisation de l'enseignement, l'instauration d'une vraie gouvernance politique, économique et démocratique. Et enfin, la professionnalisation d'une diplomatie de développement. Le seul leitmotiv guide de notre projet, c'est celui de réenchanter les rêves congolais à travers le développement du Congo et le bien-être des citoyens. Un seul credo sera notre moteur, il est social-libéral. Pour reconstruire la République démocratique du Congo en chiffres, par ordre de grandeur, notre projet présidentiel se présente de la manière suivante. 1. Infrastructure des bases et d'intégration. Un montant de 38 milliards 800 millions de dollars, soit 20% du budget général sur les 5 ans de notre mandature. 2. Le rétablissement de l'autorité de l'État, la défense, la paix, l'unité nationale, un montant de 32 milliards 380 millions de dollars sera alloué, soit 17% du budget général sur 5 ans. Le bien-être social aura 14% de ces budgets, soit 27 milliards 160 millions de dollars. La réforme de l'éducation, de l'enseignement primaire et secondaire, la recherche scientifique, la formation professionnelle, l'alphabétisation aura 11% du budget sur 5 ans, soit 21 milliards 340 millions de dollars. La politique macroéconomique, la bonne gouvernance économique, les climats des affaires et la protection de l'environnement aura 10% du budget national général, soit 19 milliards 460 millions. La lutte contre la pauvreté et l'exclusion aura 9% du budget général, soit 17 milliards 460 millions de dollars. La gouvernance politique et les soutiens à la démocratie auront 8% du budget, soit 15 milliards 520 millions de dollars. La diplomatie et la coopération régionale et internationale représentera 8% du budget général, soit 15 milliards 520 millions de dollars. La lutte en faveur des valeurs civiques, la nouvelle citoyenneté et la solidarité nationale aura un budget de 3% sur 5 ans. C'est le programme général à un coût. Donc, ces programmes quinquennal aura un total de 194 milliards de dollars. Ça représentera 100%. Quelle est ma vision sur la relation belgo-congolaise? Les rapports entre la République démocratique du Congo et l'ancienne puissance coloniale se caractérisent malheureusement plus par des tensions permanentes que par des réels moments de coopération forte pour le développement et l'intérêt de nos deux nations.
qu'il s'agisse de la période coloniale ou près de 60 ans aujourd'hui, après l'indépendance de la RDC, les relations entre celle-ci et la Belgique ont toujours évolué en dents de scie, en conflit ouvert ou feutré alternant avec des périodes d'accalmie, ce qui a toujours nuit au meilleur développement de la coopération belgo-congolaise. Pourtant, les temps ont beaucoup changé. Les contextes géopolitiques européens, africains et mondiaux ont aussi changé. Les deux États évoluent désormais dans des contextes ou cadres qui n'ont rien à voir avec la période coloniale. Et rien que pour cela, les rapports entre eux auraient dû être différents. Nous pensons que le moment est venu pour la République démocratique du Congo et la Belgique de tourner ces pages des tensions permanentes et perpétuelles au profit de rapports apaisés et constructifs. Il ne s'agit pas de gommer ou de mettre à l'ombre ces passés communs. Il s'agit plutôt de regarder devant et de miser sur une coopération vraiment bilatérale et utile pour nos deux pays. Et cela ne sera possible que si les deux États signent un acte d'engagement sincère et de ne pas choisir la place publique pour étaler nos divergences dans tous les domaines, en privilégiant et en se limitant au seul cadre de la diplomatie souterraine. Les dialogues devraient devenir permanents et prioritaires, quitte même à ce que l'une des deux parties prenne l'autre de toute déclaration publique et venir susceptible de gêner cette dernière. En dehors de ces échanges diplomatiques courants, nous comptons attribuer à la Belgique une place de choix. Et puisque la Belgique est un partenaire, un pays ami, doit avoir une place privilégiée. Il me paraît primordial, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur mon projet politique particulièrement et sur mon parcours politique. Je vous remercie pour votre attention. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération belgo-congolaise. Je vous remercie. Avant de passer aux questions-réponses, est-ce que je peux rappeler à tout le monde de mettre le téléphone en mode vibreur ou de l'éteindre? Ok, merci. Et donc, je suis censé ne pas vous connaître. Donc, vous avez la parole, vous présentez votre organe et vous posez la question. Oui, bonjour. Voilà, je suis Violette Logica, donc j'ai le blog MH News. Et voilà, ma question est la suivante. Et je fais aussi partie d'Antenne Monde. Alors, ma question est la suivante. Vous avez dans votre programme programmé un budget de 190 milliards. C'est énorme. 194. Dans les 190 milliards. Donc, sur 5 ans. Sur 5 ans, c'est énorme. Alors qu'à l'heure actuelle, le budget est inférieur même au budget de la Belgique. Comment comptez-vous financer tout ce budget?
Madame le journaliste, au grand mot, grand remède. Notre pays traverse une crise profonde et mérite un plan de redressement. Nous avons connu, dans la Deuxième Guerre mondiale, la destruction de la France et de l'Europe en général. Il a fallu un plan Marshall pour reconstruire l'Europe. Et tous ces pays se sont endettés pour la reconstruction. Pour enfin relancer les tissus économiques qui étaient délabrés, reconstruire l'Europe. Et moi, bien évidemment, dans mon projet, c'est que le Congo connaît une guerre depuis 20 ans. Le Congo est détruit. Nous devons avoir un plan ambitieux. Et pour cela, nous avons besoin d'augmenter notre budget. Ce n'est pas avec un budget de 4 milliards comme aujourd'hui, de 8 milliards que nous allons reconstruire le Congo. Le Congo a des potentialités. Le Congo regorge d'énormes richesses. Le Congo est une chance pour tous. C'est une réserve de matières premières. Que ce soit sur le plan de la faune, de la flore, du climat. Et bien évidemment, de sa population, qui est jeune, en moyenne 49 ans. Nous avons besoin de reconstruire ces pays. Et pour cela, nous devons avoir ces ambitions de voir très grand. Et moi, je suis de cela. Pour reconstruire le Congo, il nous faut un budget de plus de 200 milliards. Si je suis élu, les 5 premières années, ça sera un budget qui avoisine, puisque ce budget-là a été bien évidemment fait sur base du budget de 2015. Il sera revu avec mes experts. Vous pouvez aller à la page 194 ou 194. Vous allez voir comment nous avons réfléchi pour avoir des recettes afin de reconstruire les Congo. Le total général, pour la première année, nous avions cru que les élections allaient se passer en novembre 2016, et c'est pourquoi vous voyez les chiffres de 2017. Et maintenant, il faut considérer 2018. Il y a des ressources internes du budget général, des ressources internes des budgets annexes et comptes spéciaux, ressources extérieures du budget général et le total des ressources budgétaires. Et enfin, nous avons prévu un emprunt que nous appelons un grand emprunt. Bien évidemment, nous sommes dans l'obligation d'emprunter chaque année 20 milliards pour reconstruire les Congo. Et sur 5 ans, nous aurons un emprunt de 100 milliards. Vous voyez les cas de la Grèce, on n'arrête pas d'injecter de l'argent. Donc, nous sommes dans cette situation. Nous devons reconstruire les pays. Et nous avons besoin d'avoir un emprunt obligataire. Et cela nous amène à un total, donc pour la première année, 32 milliards, c'est-à-dire les recettes de l'État par rapport à la prévision de l'opposition, puisque nous avons considéré que l'opposition avait raison, puisqu'en plus, selon les experts des Nations Unies, le Congo perd en moyenne 5 milliards de dollars chaque année.
par la fraude, le détournement. Et si nous récupérons cet argent, et nous ajoutons sur les recettes que le gouvernement prévoit, donc nous avons un total de 12 milliards. C'est pour la première année. Et on ajoutera les 20 milliards. Et bien évidemment, ça sera 32 milliards pour la première année. Deuxième année, nous avons prévu 36 milliards. C'est-à-dire, on va augmenter progressivement nos recettes jusqu'à 14 milliards et plus 20 milliards d'emprunts, et 2 milliards que nous allons récupérer dans la lutte contre la fraude et détournement. Nous avons estimé 2 milliards de recettes et ça fera un total de 36 milliards. Et ainsi de suite, jusqu'à 2021, nous aurons 45 milliards. Ce qui manque au Congo, c'est la volonté politique et le courage politique pour reconstruire ces pays. Et nous avons ce courage. Et nous le ferons, je vous le promets. Merci. Merci bien, docteur. Deux questions par ici, et puis je reviens à gauche. Quand vous avez parlé de la corruption, déjà au niveau des chiffres, il me semble bien qu'il y a un problème. Parce que selon celui qui est même chargé de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, Luzolo Bambi parle de 15 milliards de dollars qui se volatilisent chaque année. Vous nous parlez de 5 milliards. Cela veut dire tout simplement, vous auriez dû, selon vos chiffres, récupérer au moins 75 milliards au bout de 5 ans au lieu de 25, selon votre calcul. Et en suivant également vos chiffres, quand vous parlez de comment vous financez, déjà vous n'avez pas été clair, moi je préfère être sincère avec vous, comment financer votre programme. Vous nous dites que vous aurez un emprunt obligataire de 20 milliards par an. Cela nous mène à 100 milliards sur 5 ans, ce qui est au-delà même, plus de la moitié du budget que vous comptez allouer pour les 5 ans de votre présidence. En bref, votre budget sera alimenté par l'aide extérieure. Je veux bien que vous puissiez croire à l'utopie, mais il y a eu Laurent Désiré Kabila à un certain moment qui est venu ici en Belgique, qui a réuni du monde, qui se retrouvés avec 80 millions de dollars. Voilà, comment comptez-vous organiser un pays en comptant sur l'aide extérieure? Ça, c'est la première question. Deuxième question, je vous ai entendu presque en louange par rapport à la Belgique. On ne vous a pas entendu par rapport à d'autres partenaires. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit l'évolution de la République démocratique du Congo, la Belgique, c'est devenu presque un sous-traitant ou une sous-traitante. On la consulte, mais ne joue pas le rôle de leadership en termes de partenariat avec la République démocratique du Congo. Que faites-vous des autres partenaires et que finalement, quelle est la place que vous comptez donner à la Belgique? Je sens peut-être avec laquelle vous parlez avec un brin nostalgique. Merci. Vous m'avez posé des questions pertinentes. Je vous ai dit que d'après, selon les experts de l'ONU, ça c'est les chiffres qui ont été publiés. Mais les chiffres des 15 milliards de fraude relevés par le Congo. Bien sûr, si vous avez une bonne documentation, je serai prêt à venir chercher cela, puisque je cherche justement une documentation là-dessus. Donc, après cette conférence, vous aurez l'amabilité de m'apporter ces éléments, puisque je fais cela, mon projet de lutte. Et si vous avez beaucoup d'éléments, je suis prenant et je vous encourage et je vous remercie. Vous savez très bien, en matière de fraude et de détournement, nous n'avons pas de chiffres réels. Alors, il serait difficile de contredire les chiffres que nous avons puisque c'est documenté et publié. Est-ce que les 15 milliards sont publiés et dans quelle revue? J'aurais besoin de ça. Merci. Deuxième, par rapport à la Belgique. Bien que vous dites que c'est un sous-traitant, pour nous, la Belgique reste un ami, reste
un pays pour lequel nous sommes liés par un destin commun et les intérêts communs. Partout où je suis passé, puisque c'est la première fois que je viens en Belgique, je suis passé, on m'a recommandé de venir en Belgique et c'était mon projet. Je ne pouvais pas aller au Congo sans passer par ici. La Belgique est considérée en Europe comme l'autorité morale de notre pays et comme la France l'est avec le pays colonisé par la France. Ça, c'est une réalité. Troisièmement, vous avez dit par rapport à ces budgets, nous comptons avoir 100 milliards sur les 5 ans et que le Congo va disposer de 194 milliards. Je vous dis sincèrement que c'est réalisable. Pourquoi c'est réalisable? Puisque nous allons remettre le Congolais au travail. Et le Congo des années 60 était florissant, premier producteur en cuivre, cobalt, manganèse, pour ne citer que ces produits. L'agriculture, nous avions l'agro-industriel. Si nous lançons, nous investissons 20 milliards en 5 ans, nous aurons plus que ça. Parce que nous allons lutter contre le chômage de masse. Aujourd'hui, tous les jeunes, c'est un pays jeune, avec 49% de moyenne d'âge. Nous sommes capables de les faire. Et nous savons ici pour les entrepreneurs, il suffit de contracter un emprunt d'1 million. Vous descendez au Congo, en 5 ans, vous devenez millionnaire. Et ça, c'est une réalité. Et vous n'allez pas me contredire. Je connais certains qui ont investi au Congo 20 millions et qui sont devenus aujourd'hui milliardaires. Je ne vais pas citer les noms. Voilà. Alors quand on parle le plan Marshall, mes oreilles sifflent. Pourquoi? Parce que l'Europe traîne encore ce boulet de plan Marshall de 1945 pour reconstruire cette Europe financée par les Américains. Aujourd'hui même, on voit avec le siège de la Stuttgart de l'armée américaine qui impose en fait son dictat. Alors ça, c'est un petit détail. Alors, vous avez parlé de ce plan Marshall où vous allez trouver des partenaires pour pouvoir, bien entendu, mettre en place ce plan Marshall qui va, bien entendu, mettre encore le Congo dans un état lamentable. Deuxième question se situe sur la richesse de la RDC que vous avez évoquée. Alors, quand on parle de la richesse de la RDC, on peut dire potentiellement la richesse de la RDC parce que, en réalité, c'est volatile, on ne le sent pas, cette richesse de la RDC. On peut parler des richesses que vous avez évoquées, mais en réalité, c'est confisqué par un conglomérat de multinationales, de prédateurs qui s'occupent de cela avec des contrats signés l'an. Comment vous allez faire avec ces contrats-là? Révisiter ces contrats, revoir ces contrats avec ces multinationales qui sont extrêmement puissantes. Comment allez-vous faire? Il faudra me l'expliquer. La troisième question, on terminera par ça. Vous avez parlé de l'agriculture. Bien sûr, on voit des terres arabes en RDC. Mais vous savez, il y a un rapport de Global Witness qui dit clairement 45% de ces terres vendues chez les Chinois et comment vous allez récupérer ces terres arabes vendues à l'étranger. Merci à vous. C'est Bougos que je connais bien. Voilà. Donc, vous devez savoir que nous avons prévu dans notre livre, il faut parcourir les livres, vous allez voir que nous avons prévu des réformes. Des réformes très ambitieuses. Et je vous jure que c'est vrai que ce que vous avez cité, vous avez dit, est en partie vrai. Mais cela ne veut pas dire que le Congo, bien géré, ne pourra jamais décoller. Moi, je ne suis pas de ce genre de pessimisme. Moi, je suis un optimiste. Et je pense qu'avec la part du Congo, la part que le Congo a,
si nous remettons les Congolais au travail et au centre de nos préoccupations, ces peuples ne demandent rien d'autre que de travailler. Les multinationales sont partout, en Europe, en Belgique, partout, en France, qui sont là. Elles sont là. Mais ça n'empêche pas aux Occidentaux de boucler leur budget. Ça n'empêche pas à ces pays de se développer. Je vais revenir pour vous dire comment le président Lula a développé le Brésil. Pouvez-vous me répondre? Absolument, je connais bien cette histoire du Brésil. Aujourd'hui aussi, comment il y a un problème économique. Puisqu'ils ont le même problème. Pardon, je connais bien c'est un pays, le Brésil. On peut me discuter, mais on ne peut pas la faire l'échange parce que c'est une conférence de presse. Peut-être on le fera après. Mais en réalité, je détiens le dossier du Lula, le Brésil, comment ils ont développé, bien entendu, leur politique. Ce sont des exemples là-dessus. Donc c'est pourquoi je vous dis, c'est pas impossible. C'est pas mission impossible. Donc c'est possible. Si les autres peuples l'ont fait, nous sommes capables de le faire. Voilà, merci. Moi, je voudrais revenir sur les soutiens, parce que les messieurs avant moi, ils avaient évoqué les soutiens internes. Moi, je vais me diriger, je vais revenir sur le soutien externe. Et vous aviez bien fait, d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez de la Belgique en tant qu'ancien colonisateur, etc. Donc, c'est toujours intéressant parce qu'il n'y a pas mieux que la Belgique qui va connaître le Congo, l'aider, les populations, etc. Et donc, pour moi, tout à fait bien, une bonne approche, stratégique même au niveau du continent européen, ou plutôt l'Union européenne, parce qu'à travers la France et la Belgique, comme interface ou bien sous-traitant, vous pourriez avoir le soutien là de l'Europe. Donc, mais c'est-à-dire comment vous allez procéder pour arriver à établir un certain équilibre par rapport aux autres puissances. Parce qu'il y a les USA, il y a la Chine, il y a l'URSS, etc. Mais comment vous allez essayer de joindre l'utile à l'agréable pour essayer de convaincre toutes ces puissances pour venir justement participer au développement, je veux dire, ambitieux de ce pays. Tout le monde sait que le Congo est un sous-continent. Il constitue vraiment le ventre de l'Afrique. Et même Frantz Fanon disait que c'est l'Afrique qu'il avait comparé à un pistolet et le Congo à la gâchette. Donc comment vous allez procéder? Oui, merci, chers compatriotes journalistes marocains. Je suis très ravi que vous soyez là. Le Maroc est un ami du Congo. Je vais vous dire une chose, que le roi Mohamed VI est en train de faire des merveilles en Afrique. Le Maroc est en train d'investir dans toute l'Afrique. Ils ont un projet ambitieux. Et c'est un jeune comme moi. Donc il y a des exemples. Si lui arrive à le faire, c'est pas facile, je sais. Mais il arrive à le faire. Nous savons que c'est pas facile. Mais aujourd'hui, l'Europe a laissé la Chine prendre presque toute l'Afrique en prétextant que ce sont des pays de la zone rouge et tout ça, il ne faut pas investir, il ne faut pas faire ceci, cela. Mais ils sont là justement pour lutter contre ça, contre l'isolement de l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent d'avenir. Et quand on parle de l'Afrique, on voit le Congo, comme vous avez évoqué Frantz Fanon. C'est vrai qu'il a dit que le développement de l'Afrique passera par le développement du Congo, en comparant justement l'Afrique à un revolver. Nous savons très bien, pour que vous puissiez tirer avec une arme, l'utiliser, il faudra appuyer sur la gâchette. Tant que les Africains ne vont pas se liguer pour sauver le Congo, il n'y aura pas de décollement, il n'y aura pas de développement de l'Afrique. Donc, soyez notre porte-parole auprès du roi pour lui dire qu'effectivement, il y a des Congolais ambitieux et courageux qui veulent créer un autre Congo. Et c'est le Congo que nous avons tous rêvé pour les créer, pour travailler pour que ça devienne plus beau qu'avant.
Et nous sommes là pour ça. Donc, il y aura certes des difficultés, mais c'est possible de contourner ça. Il nous manque la volonté politique et le courage politique. Nous avons ce courage. La jeunesse d'aujourd'hui a ce courage. J'ai évoqué ici que le contexte actuel est très différent du contexte il y a 50 ans. Donc aujourd'hui, il ne faut pas donner toujours tort à la communauté internationale. C'est d'abord notre faute à nous. Organisons-nous d'abord. Et ils viendront investir chez nous. L'Afrique, c'est un continent d'avenir. Et le Congo aussi, c'est un pays d'avenir. Merci. Bien, chers amis, À la frontière, on parle des syndicats de pôle. Vous êtes dans un schéma d'élection. Et si il n'y a pas d'élection, il y a beaucoup qui ont entendu des élections, certains sont morts, certains sont dans le starting block. Et donc, si jamais il n'y a pas d'élection, celui-là, vous aviez dit que le pays était en guerre. Comment organiser des élections dans un pays, je dirais, presque occupé? Comment? Quel serait votre schéma en dehors du schéma des élections? Je suis conscient de ces blocages. Je vous ai dit qu'il y a un blocage et que les Congolais sont les seuls à prendre le courage en main. Ils l'ont déjà démontré. En 2015, ils sont descendus dans la rue pour braver cette interdiction et cette prolongation des mandats. Mais je vous ai dit, malgré cela, on a multiplié des stratagèmes, des subterfuges pour obtenir une prolongation, malgré le refus du peuple congolais. Voilà. Maintenant, la question est de savoir. En Angola, il y a des bruits de bois, c'est vrai. Mais l'Angola est cité parmi les pays qui ont participé à la destruction du Congo dans les rapports Mapé, qui est sorti dernièrement, il n'y a pas longtemps, en France. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces pays voisins à nous? Si ce n'est qu'une solution comme une jeune fille très belle, ou dans les quartiers, ce sont des gangsters qui vont se l'approprier. Et pourquoi les solutions doivent venir toujours d'ailleurs? Est-ce que vous pensez que si l'Angola aide, c'est pas quelqu'un que vous avez cité le nom, est-ce que ce monsieur sera démocrate? Est-ce qu'il a un projet pour le Congo? Combien de fois on a chassé des Congolais de l'Angola avec beaucoup de morts? Et tout d'un coup, comme ça, on se réveille et bien sûr qu'on va sauver le Congo. Donc, ça demande beaucoup de réflexion. Vous êtes journaliste, vous devez réfléchir. Donc, c'est à nous de trouver une solution durable. C'est au Congolais. Bien sûr que nous avons besoin de tous les pays africains, de tous les pays voisins. Nous n'avons pas de problème avec l'Angola. Nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. Mais on a des problèmes avec les individus. Et vous dites que le pays est occupé, c'est une réalité. Le Congo, comme pays, sera toujours un pays ami par rapport à tous ces pays voisins. Les hommes passent, les structures restent et les pays restent. Nous avons connu ça ici en Europe, entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, ce sont les moteurs du développement de l'Europe. Voilà. ok. Bobo Koyengwa, MPB TV. Moi, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui vous pousse à mettre comme priorité les élections dans la situation actuelle du Congo? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre comme priorité aller aux élections? Et puis, dans quelles conditions Docteur Donam Papa va dire que je vais boycotter, je ne vais pas aller aux élections? Dans quelles conditions? Merci, Pasteur Bobo, je vous connais tous ces noms. Personnellement, je suis un démocrate républicain. En tant
tant que démocrate républicain, je défends la République. Je défends les valeurs républicaines. Et il serait resté dans ces cadres. Nous avons tous cru au processus démocratique qui a commencé dans notre pays par les référendums de 2005. Et nous avons cru à l'alternance du pouvoir, comme vous. J'ai cru aussi à cela. C'est pourquoi j'ai posé ma candidature pour proposer autre chose, gouverner le Congo autrement. J'ai milité au sein d'un grand parti politique que je ne vais pas citer, puisque aujourd'hui, il y a des querelles internes et j'ai quitté ces partis puisqu'on n'avançait pas et on n'avait aucune solution. Et c'est pourquoi je vous dis sincèrement que si les processus démocratiques n'étaient pas bloqués par le pouvoir en place et que les élections s'étaient tenues comme ça a été en 2006, bien sûr qu'il y a eu un peu de fraude, mais ce n'était pas une fraude massive comme en 2011. Si ce n'était pas les mêmes personnes qui sont juges et partis, nous pouvions compter avec le peuple congolais. Car tous ceux qui se sont présentés comme des candidats indépendants ont été élus, même sans avoir fait la propagande. Donc ces peuples étaient vécus. Mais aujourd'hui, tout est bloqué. Mais il faudra justement revenir auprès du peuple, qui est le souverain primaire, pour qu'on ne puisse pas lui ravir son droit. C'est un droit. Donc c'est pourquoi, moi, je ne suis pas un rêveur. Je pense qu'il manque des leaders sincères pour proposer autre chose à ces peuples. Mais nous sommes là, cette fois-ci, pour représenter ces peuples qui a été muselé jusqu'aujourd'hui, avec une répression dans le sang, de façon infinie. Et on arrivera à trouver une solution ensemble.